Salam alaikum Azul Fellaoun, bonsoir. Cette semaine en Algérie révèle un décalage persistant entre des ambitions affichées et des réalités qui résistent encore au changement, où les discours de transformation peinent à se concrétiser sur le terrain. Sur le plan économique, la 57e foire internationale d'Alger est une nouvelle fois mise en avant. La volonté officielle de diversification et de réduction de la dépendance aux hydrocarbures. Les annonces et projets présentés traduisent une ambition assumée de transformation du modèle économique. Mais derrière cette vitrine, les déséquilibres structurels persistent. Une économie toujours fortement adossée au pétrole et au gaz, freinée par un climat des affaires contraint, une bureaucratie lourde, des obstacles qui limitent encore la libération de l'initiative productive, dans un environnement politique qui en conditionne également les marges de manœuvre. Sur le plan judiciaire, l'incarcération de l'ancien ministre Amara Ben Younes relance un débat sensible autour du rôle et de la perception de la justice, présentée comme un instrument de lutte contre la corruption. Elle est aussi parfois perçue comme un espace traversé par des rapports de force et des rivalités d'influence au sein des sphères du pouvoir, entre exigences de reddition des comptes et soupçons de sélectivité. La question de la confiance dans l'institution judiciaire reste entière. Sur le plan politique, le lancement du scrutin législatif et l'ouverture du vote de la diaspora interviennent dans un climat marqué par une indifférence notable. Une campagne peu mobilisatrice, un débat public peu structuré et des programmes souvent peu différenciés nourrissent un désengagement croissant. Au-delà de l'abstention, c'est surtout la distance entre la société et ses représentants qui apparaît de plus en plus manifeste. Au final, ces trois séquences traduisent une même tension, celle d'un pays riche en potentialités, mais encore confronté à la difficulté de transformer ses ambitions en résultats concrets. Une semaine qui met en lumière moins des faits isolés qu'un questionnement plus profond sur la cohérence entre discours, institutions et attentes sociales, et sur la réalité de cette Algérie nouvelle. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Rétro-info de la semaine, comme chaque samedi donc. Et bien sûr, on aura le plaisir d'avoir avec nous Lies Djbaili. Djbaili est ingénieur économiste et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lies Djbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Lies. Bonsoir Nasser, merci pour votre aimable invitation. Merci encore. Yatek Saha, Lies, merci beaucoup. Je sais qu'il fait très très chaud et je vous remercie pour d'avoir accepté donc notre invitation et bien sûr rester avec beaucoup plus d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau bien sûr parce qu'il y a une vague de chaleur qui traverse la France mais aussi l'Europe tout entière. Djemal Ghessoum aussi sera avec nous depuis Paris aussi, militant politique. Il sera avec nous dans cette émission. Il n'est pas encore prêt, me dit l'équipe de la régie. On aura aussi Maître Saleh Debbouz, avocat, défenseur des droits de l'homme. Il sera avec nous aussi via Skype depuis Bruxelles. On va revenir sur les thèmes de notre émission. Première partie, bien sûr, on va parler de cette 57e édition de la foire internationale d'Alger, a mis donc en lumière les ambitions de la diversification économique du pays. On va revenir sur les déclarations du chef de l'État, Majid Tebboune, dans un contexte de forte dépendance persistante aux hydrocarbures entre volontarisme affiché et réalité structurelle. La transformation du modèle économique continue de soulever des interrogations. Et on va enchaîner aussi avec le dossier de la justice, l'incarcération de l'ancien ministre, Amara Ben Younes, a ravivé le débat sur l'indépendance de la justice et la lutte contre la corruption. Dans un contexte post-Hirak, ces affaires
relance la question de l'égalité devant la loi et de la confiance dans les institutions judiciaires. Et on terminera, bien sûr, avec le dossier des élections, dossier politique. Le scrutin législatif s'ouvre avec le débat du vote de la diaspora. Aujourd'hui, donc, la diaspora est appelée à voter à partir d'aujourd'hui, tandis que la campagne électorale s'achève dimanche 28, donc demain, dans un climat marqué par une forte indifférence politique. Ces élections interrogent sur la vitalité démocratique et le lien entre citoyens et institutions. Voilà, donc toutes ces questions donc, seront débattues dans notre émission. Et avant de donner la parole, bien sûr, à nos invités, et surtout les Jubaili, sur la question économique, on va vous montrer ce petit clip soundbite, tous nos amis de la régie, Tebboune, qui parle d'une voiture 40% algérienne. On l'écoute. Avec Fiat, on dépasse les 30% d'intégration. On arrivera à beaucoup plus parce que le pneu algérien, on va faciliter pour l'investissement de l'aluminium pour la jante algérienne, la coque, la voiture sera algérienne, le tableau de bord sera algérien. Donc on arrive à une voiture pratiquement intégrée à 40-45%. Je les félicite et je les remercie. Le privé algérien est en train de faire des miracles. Il faut ouvrir toutes les portes. Voilà, donc Tebboune parle de cette voiture 40% algérienne et bien sûr cette 57e foire internationale d'Alger qui a débuté du 22 au 27, donc aujourd'hui la clôture de cette foire. Lies Jubaili, on en a fait une émission bien sûr sur ce thème et on va revenir sur l'économie algérienne et qu'est-ce que ça veut dire donc cette foire internationale d'Alger. Est-ce que c'est une bonne chose pour notre économie? Est-ce que c'est une vitrine pour l'économie algérienne? Ou c'est de la poudre aux yeux, comme ceux qui critiquent donc l'économie algérienne et qu'on n'est pas dans la diversification. La foire ne peut être la diversification de l'économie algérienne s'il n'y a pas des politiques réelles sur le terrain pour diversifier l'économie algérienne et donc de l'enlever de cette dépendance des hydrocarbures. Qu'est-ce que vous en pensez, Lies Jubaili? Très simple. Donc, l'économie, vous avez raison, Nasser, l'économie ne se mesure pas à une journée de propositions ou de vitrines comme la foire d'Alger. C'est que nous avons l'habitude d'organiser ce genre de foire. Quand vous organisez une foire, c'est-à-dire, ça veut dire que vous avez quelque chose à proposer. C'est normal. Pourquoi une foire? Une foire, ça génère un coût. Donc, ça génère un coût en centaines de millions, peut-être de dinars. Donc, il faut assurer cette continuité sur un certain nombre de jours. Donc, c'est une vitrine finalement. Mais pour vendre quoi? Et pour sceller quel partenariat, mais avec qui? C'est ça la question. Je pense que vous-même, vous avez l'habitude de proposer des thématiques concernant la foire d'Alger. Je me rappelle, vous nous avez déjà invités par rapport à la foire d'Alger précédente. Alors, si on veut revenir un petit peu, on essaie de rétro-pédaler pour rester juste et être cohérent dans l'analyse. Que s'était-il passé depuis? Rien. Est-ce qu'il y a concrètement des choses qui ont été faites? Concrètement, non. Est-ce qu'on sort de cette dépendance vis-à-vis des hydrocarbures? Non. Au contraire, on est en train de prendre un autre chemin, c'est celui des énergies extractivistes. Donc l'économie, est-ce qu'on a une économie qui est fluide, une fluide circulaire, une économie qui prend en compte, la configuration internationale? Nous sommes toujours dépendants. Il y a une dépendance de cette ressource-là qui s'appelle le pétrole. Quand vous avez le pétrole, c'est un mal pour un bien. On appelait dans le temps le mal hollandais. Les Hollandais aussi, ils avaient en 1910, 1909, 1915, je pense avant ou un petit peu après la Première Guerre mondiale, les Hollandais, ils avaient cette capacité à extraire le pétrole. D'ailleurs, on l'appelle le mal hollandais. C'est parce que les Hollandais, ils ont développé que ça. Les Norvégiens étaient intelligents. Ils ont vu le mal hollandais.
Les Norvégiens, regardez aussi, c'est des producteurs de pétrole offshore. Hein. C'est pas dans le Sahara, c'est offshore, c'est-à-dire en pleine mer. Mais regardez le modèle norvégien. Ils exportent du pétrole et exportent du gaz aussi. Mais en revanche, ils ont une économie forte. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'appuient pas sur le pétrole, sur les ressources émanant du pétrole. Ces ressources, quand elles émanent du pétrole, il faut l'exploiter autrement. Est-ce qu'on a des infrastructures? Est-ce qu'on a sauvé des usines? Donnez-moi l'exemple d'une usine publique qui tient la route et qui développe. Rien. Donc, au fait, peut-être nous essayons d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous n'allez pas me dire atteindre l'autosuffisance alimentaire est un miracle pour un pays continent comme le nôtre, multisaison, 4 saisons, qui est capable de produire tout. Sur le plan alimentaire, on importe toujours les céréales. Peut-être il peut y avoir des moissons qui sont très fortes, mais il faut dire qu'on est dépendant aussi du blé émanant de l'extérieur, à l'image de la Turquie, à l'image de l'Égypte. C'est ça. Donc, l'économie pour vendre quoi? Quels sont les partenaires? Avec qui on va signer les partenariats? Alors, avant de signer les partenariats, les partenaires économiques et les opérateurs financiers économiques, ils font un tour par la COFAS. C'est quoi la COFAS? C'est un organisme d'assureur crédit qui donne une garantie aux pays, aux entités internationales qui veulent investir dans un pays X ou Y. En l'occurrence, l'Algérie. Avant toute chose, on essaie de voir la stabilité politique. C'est politiquement parlant, ce pays, il tient. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas des aléas, il n'y a pas des obstacles bureaucratiques. Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est Mhouli, ou logement, les IDE, les investissements directs des étrangers, c'est insignifiant. Et d'ailleurs, Nasser, je vous rappelle que la loi 80% qui revient aux entités étrangères et 20% à la loi sur les limites, qu'est-ce qu'elle a donné? Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les sociétés qui sont bousculées au portillon? À mon avis, moi je peux vous le dire d'ores et déjà, que les États-Unis ne sont pas intéressés. Ne sont pas intéressés, les États-Unis. Peut-être entre la République démocratique du Congo et l'Algérie, les Américains préfèrent le RDC pour une raison très simple. La classe dirigeante, c'est une classe qui est intellectuelle formée dans les grandes universités américaines, qui fait ce qu'on appelle du deal, le B2B, c'est-à-dire on fait du business, gagnant-gagnant, et on sait ce qu'on veut. Je vous invite à consulter les revues économiques Jeune Afrique, et surtout Afrique économique. C'est-à-dire, et vous allez faire une lumière sur la RDC. Les Américains, des fois, ils ont une fin de non-recevoir par les Congolais, parce qu'ils savent maintenant comment développer. Le RDC a changé. C'est un pays très, très puissant économiquement. Nous, notre logiciel, toujours qui est resté aux années 70, quand on veut réformer le pays, on nous renvoie le 1er novembre 54 et on nous dit état social ceci. Non, le 1er novembre 54, c'était pour libérer la patrie. Il fallait faire ce qu'on appelle une charte pour pousser la création d'un pays. C'est ça, l'indépendance, la libération d'un pays et mettre en place un modèle de société. Quel est le modèle de société ou bien quel est le modèle économique que vous connaissez en Algérie? Dites-moi, Dournaha Ishtirakia, zéro. Dournaha Taura Ziraïa, la révolution agraire, zéro. Dournaha consommation, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas relancer l'économie via la consommation. On ne peut pas. Pour quelle raison? On relance l'économie de deux critères. Soit la consommation, soit la production. Comme la production McKinch en Algérie, vous êtes d'accord? Donc on relance l'économie par la consommation. Mais pour pousser la consommation, comment vous pouvez pousser la consommation alors que le SMIC il est de 20 000 dinars? Vous ne pouvez pas pousser à la consommation. Donc l'économie, si vous poussez... Elias Jubaili, ceux qui vous diront, ceux qui sont en train de dire aussi que l'économie algérienne est en train d'avancer à pas sûr, que votre analyse, elle est trop pessimiste, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui critiquent peut-être votre analyse? On va revenir par exemple sur quelques titres de la presse nationale, Elias Jubaili, par exemple l'APS qui dit l'ouverture lundi de la 57e foire internationale d'Alger avec l'Espagne comme invité d'honneur. Le président Tebboune
Algérie Eco, le président Tebboune inaugure la foire internationale d'Alger. La foire internationale d'Alger 2026, ça c'est le Watan, vitrine d'une diplomatie économique offensive pour l'Algérie. Mais aussi TSA Tebboune, l'Algérie ne devrait plus importer de pièces détachées. Vous avez posé une question qui est très importante, Lias Jubaili. Quel est le modèle économique de notre pays? Qu'est-ce que vous avez à répondre pour ceux qui vous disent, peut-être vous diront que votre analyse, elle est trop pessimiste. L'Algérie a changé. Et on a entendu des invités qui défendent ces idées. Lias Jubaili. Je suis désolé, là, je ne peux pas me taire parce que vous me tendez une perche et là, je vais essayer de me défendre moi-même. Moi, je travaille pour un cabinet qui s'appelle par D. Il finit par 2TE. C'est un grand cabinet d'audit qui se trouve à Paris. Donc, c'est m'houli. Même peut-être, je n'ai pas une expertise sur tout, mais j'ai une idée comment ça développe le management des projets. Moi, je vous le dis, je vois. Donc, on travaille sur des projets, on voit. Tous les pays rentiers, tous les pays rentiers dépendant d'une ressource, que ce soit minière ou pétrolière, n'ont jamais donné des résultats concrets. Sauf certains pays du Nord, comme la Norvège, comme la Norvège, par exemple. C'est tout. Ça, c'est des pays. Pourquoi? Parce qu'au fait, ils ont un autre modèle. Ce qu'on appelle les fonds de pension. C'est un modèle on ne va pas s'enliser là-dessus. C'est-à-dire, peut-être, il l'a fait un temps donné. Je connais en Afrique du Nord, ils l'ont infantilisé. C'était Muammar Kadhafi, Muammar Kadhafi, il faut savoir qu'il a pris des quotes-parts chez FIA dans certains trucs. On ne parle pas de politique. Je ne parle pas de la politique de la Libye. Je suis algérien, je ne m'immiscie pas, j'ai mon idée, mais je parle du modèle économique qu'a pris le Kadhafi à cette époque-là, quand il a voulu créer les États-Unis d'Afrique. Les enfants. Bref. Le modèle économique libyen à cette époque-là, il a failli réussir pour une raison très simple. Ici, c'est un pays qui produit beaucoup de pétrole. Son pétrole est de très bonne qualité, je veux dire comme le pétrole irakien, hein, c'est-à-dire dès que c'est facilement l'extraction terre. C'est pas difficile, ça ne demande pas des investissements ou des explorations in situ en profondeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, les Libyens, ils ont pris des marchés, ils ont investi dans des sociétés comme Fiat, comme d'autres boîtes italiennes, comme d'autres boîtes européennes. Regardez le Qatar. Le Qatar. C'est un petit pays, très riche, producteur de gaz. Mais le Qatar, la vision du Qatar et la vision des pays du Golfe, regardez, MBS, le projet de 2030, il faut investir dans l'économie. Il faut, quand vous avez de l'argent, il faut réinvestir autrement dans les sociétés, dans la recherche de développement, dans ce qu'on appelle l'optique de précision. Pourquoi l'Algérie, elle a de très bonnes relations avec l'Allemagne? Pourquoi ne pas investir, je veux dire, dans des sociétés allemandes, dans des sociétés d'allemandes d'assurance. Et les Allemands sont ouverts. Est-ce que vous avez vu que l'Allemagne est présente en Algérie? L'Allemagne, elle est partie, elle a quitté l'Algérie après avoir construit ce qu'on appelle des tracteurs. Il y a renouveau lié avec les énergies renouvelables. C'est ce qu'il la presse dit, bien sûr. On a refusé le projet Desertec. Vous vous rappelez? Chauffe, le projet Desertec, c'était le meilleur projet tiré sur 4 mesures, tiré en 4 épingles pour l'Algérie. Le Desertec, je parle du premier Desertec, où les Allemands, ils ont proposé, je veux dire, d'investir dans les énergies renouvelables. Eh bien, ils ont pris une décision politique, c'est même pas une décision économique. Et je me rappelle, les experts économiques les experts économistes qui ont été appelés, ce qu'on appelle la Task Force One, je me rappelle, Task Force One. Voilà, je pense que c'était une proposition de Bouteflika. Ils ont dit il faut faire quelque chose. Proposez-nous quelque chose. Il y avait des propositions concrètes. Ça veut dire quoi? Que les compétences algériennes, elles existent même en Algérie. On n'a même pas besoin de faire le tour de la Méditerranée ou de faire le tour du monde ou de faire 80 000 lieues sous les mers pour trouver des compétences. Les compétences, elles existent. Mais après, la compétence, elle est confisquée. Elle est verrouillée par quoi? Par une prise de décision politique. Eh bien, la politique, ils ont éjecté
ils ont recalé, ils ont rejeté sèchement le projet Desertec allemand qui ne coûtait pas cher. Et ils ont préféré celui de quoi? Celui de Total Energy qui était derrière Sarkozy. Et maintenant, regardez les relations entre la France et l'Algérie sur le domaine énergétique, que si ma mémoire est bonne, Total Energy, elle a plié bagages et est partie. Je coule le perdant. C'est pas Niran le perdant. C'est Chab les khassa. C'est pas question de Nidam ou Doula. C'est qui le premier perdant dans cette équation? C'est ça, il faut analyser. Chab parce qu'il y a moins de recettes qui rentrent. Donc, quel est où le modèle économique? Cette foire, est-ce qu'on va signer des contrats? Quels sont les contrats? Les grands pays qui permettent de faire un transfert de technologie, c'est pas possible. La Chine ne va pas faire un transfert de technologie. La Chine, déjà, elle est mal vue dans certains pays d'Afrique. Au Gabon, on ne donne plus de concessions pour l'exploitation du bois pour les Chinois parce qu'ils ne font pas de transfert de technologie. Maintenant, quand on nous dit, M. Abdelmajid Tebboune, Raïs el-Jumhuriya, le président de la République, il nous dit qu'il faut fabriquer ce qu'on appelle le moteur. Mais la fabrication du moteur, elle est simple. Elle est simple. Est-ce que vous savez, il y a de petites nations qui font l'assemblage des voitures dans les bateaux avant qu'ils arrivent à port? C'est quoi fabriquer? Maintenant, le cahier de charge, il est commun quasiment, sauf pour des précisions de pointe, ça où on essaye de breveter, on essaye de ne pas donner le transfert de technologie. Mais fabriquer un moteur, un moteur, c'est rien. 2062, 2026, on se pose la question si on peut fabriquer un moteur. Les Turcs, comme ils fabriquent des drones, les Iraniens qui sont soumis à un embargo infernal, non seulement par les États-Unis, par les Occidentaux, ils ont montré au monde entier qu'ils sont suffisants. Ils ont l'élite, ils ont la résilience, ils ont la capacité de produire. On les appelle the winners, les gagnants. Même les Américains, the Iran is the winner. C'est un gagnant, l'Iranien. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, quand vous facilitez la tâche pour l'exploitation de vos projets, vous réussissez. On nous dit s'il y a un transfert de technologie, les compétences. Est-ce que vous savez qu'on peut pas, c'est pas qu'on ne peut pas transformer, on ne peut pas reproduire le même schéma de compétences en Algérie, en Europe qu'en Algérie. C'est pas possible, parce que les conditions d'épanouissement sont pas les mêmes. Donc les compétences, oui, mais la décision politique, les incompétences dans la prise de décision, un directeur reste avec nous, être médecin et directeur. Un directeur on a été rejoint par Jamal Gessoum, qui est analyste politique, mais aussi qui a été candidat à cette élection législative et que sa candidature a été rejetée. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Jamal Gessoum, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sina. Merci pour l'invitation et le bonjour également aux frères Eliès et à l'ensemble du peuple algérien. Merci beaucoup Jamal Gessoum. On a été aussi rejoint, très content de l'avoir, Maître Salah Debbouz, qui est avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis en France, je pense, ou Bruxelles. Il va nous le dire, Maître Salah Debbouz. Via Skype, Maître Salah Debbouz, bonsoir. Barakallahu fik et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, maître. Bonsoir, merci pour l'invitation. Oui, je suis pour ce soir à Paris pour Wachon. Et donc, merci pour l'invitation, mes salutations à Céliès et Soum. Et bonsoir aussi aux téléspectateurs. Merci beaucoup, maître. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Maître Salah Debbouz. Et bien sûr, on va revenir avec vous sur le dossier de la justice en Algérie, puisqu'il y a eu donc le mandat donc de dépôt d'Amara Ben Younes, l'ancien ministre de l'Industrie. Jamal Gessoum, avant de vous donner la parole, et Maître Salah Debbouz, et sur ce thème de la foire internationale d'Alger, qui est ouvert du 22 donc, au 27 de ce mois, donc aujourd'hui la clôture.
il y a eu la visite du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, on a parlé de la diversification de l'économie algérienne et que l'Algérie avance à pas sûr concernant sa diversification et de sortir de sa dépendance des hydrocarbures. Liache Jubaili, bien sûr, a posé beaucoup d'interrogations, mais surtout, quel est le modèle économique algérien? Pour l'instant, on est en train de tâtonner. Il n'y a pas une vraie volonté politique pour diversifier l'économie algérienne et que le problème n'est pas économique ou l'Algérie n'a pas de moyens humains ou, ou une élite qui peut faire face donc, à cette diversification, c'est surtout la volonté politique. D'abord, on va voir ces images du chef de l'État Majid Tebboune qui est passé par le stand de l'armée. عليكم نماذج من المسدس الآلي الوطني لا الجزائري ب 100%. هذا هو الجديد فيه. يعطيكم الصحة. 18 بال 18 كاين هذا وكاين بلاستيك كاين أخف وكاين أثقل كاين ألومنيوم وكاين بلاستيك كيما نخيرو هو نفسه يعني. يعطيكم الصحة. هذا طويل الاي بي يعني البروتين انتلكتويال اللي الجيريان. هذا هو جديد. هذا هو جديد. لا هذا جديد في السلاح كاين جديد واحد اخر. Voilà, pistolet donc 100% algérien, nous dit-on. Et il faut rappeler aussi que l'Espagne était invitée d'honneur par rapport donc à cette 57e foire internationale d'Alger. En inaugurant donc lundi la 57e édition de la foire internationale d'Alger au palais des expositions, le président Abdelmadjid Tebboune a donné le temps d'une édition placée sous le signe de l'ouverture des partenariats et de la montée en gamme industrielle, de l'Espagne à la Palestine, en passant par Oman, le Tchad, la Tunisie et plusieurs entreprises nationales. Le chef de l'État a multiplié les messages en faveur d'une économie plus intégrée, plus productive et moins dépendante des importations dans un contexte où Alger cherche à consolider ses alliances économiques et attirer davantage d'investissements. Ça, c'était l'article du journal Al-Watan. Jamal Ghsoum, est-ce qu'on peut parler d'économie en Algérie? Est-ce qu'on peut parler de diversification? Est-ce que cette foire représente vraiment une image positive de notre économie? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoutez, cette foire, moi je trouve qu'elle est importante. Ce sont des initiatives qui sont absolument nécessaires pour, je dirais, quelque part réactiver le tissu économique et financier de l'Algérie. J'ai un seul souci, c'est que est-ce que ce salon, c'est un moyen d'eux ou c'est une finalité? Et moi, l'impression que j'ai dans la façon de communiquer de l'État algérien, c'est que ces événements qui sont, je le dis, je le répète, très très importants, sont beaucoup plus utilisés comme finalité plutôt que comme moyen. Et par conséquent, aujourd'hui, voilà, il y a un certain nombre de pays qui sont présents dans différents champs. Et de ce point de vue, il me paraît tout à fait important de dire que oui, c'est important, mais j'ai l'impression que, d'abord, vous disiez tout à l'heure, sinon, celle que l'Algérie ne disposerait pas de moyens humains. Alors, elle dispose de moyens humains, mais ces moyens humains non, ne sont pas j'ai dit l'Algérie dispose de moyens humains. Donc, voilà, donc moi j'ai l'impression que j'ai dit l'Algérie dispose des moyens humains. Oui, bien sûr. Oui, donc je disais que voilà, ce type d'organisation, ce type d'événement, c'est vraiment important, mais en Algérie, c'est plus de la communication politique qu'une action de vouloir faire des choses. Et donc, moi, c'est ce que je trouve désolant, c'est que passé ce salon, il n'y aura plus rien. D'abord, il faudrait rappeler deux éléments très importants dans l'économie. L'un a été rappelé par Eliès, c'est d'abord la question du pouvoir d'achat. Et on ne peut pas développer une économie d'un pays sans se pencher sur la capacité d'achat du peuple algérien pour être dans la consommation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la question de la confiance envers les entreprises et notamment les entreprises étrangères. J'ai du mal à concevoir que les entreprises étrangères ont une certaine confiance vis-à-vis des institutions algériennes parce qu'elles ne sont pas, je dirais,
elles ne sont pas naïves, elles sont dans le tissu économique international. Quand, par exemple, les institutions économiques étrangères voient qu'un ancien ministre comme M. Amal Benious, vous en avez touché un mot, après des années, 5, 6 ans, après avoir été libéré, se retrouve encore en prison, évidemment que tout ça, ça n'est pas fait pour favoriser la confiance vers le tissu économique. Et donc, il y a trois grandes problématiques. Un, le président de la République ne sait pas en finalité qui il met à des postes clés, comme le ministère de l'économie, le ministère du commerce extérieur, un au commerce intérieur, et donc il ne place pas les gens capables là où il faut. Secondement, il n'y a aucun appui sur la question du pouvoir d'achat du peuple algérien, car c'est lui qui va faire tourner l'économie. Et troisièmement, la question de la confiance. Et donc, ces trois éléments s'empilant, je vois mal comment une nouvelle économie en Algérie pourrait redémarrer. Ça n'est pas une question d'idéologie, c'est une question pratico-pratique et qui rassemble l'ensemble des économies mondiales. Et donc, j'ai du mal à croire. D'abord, je n'y crois pas, pour être direct, et on ne va pas perdre notre temps à tourner autour du pot. Moi, je ne crois pas que ce type d'événement va faire quoi que ce soit. D'ailleurs, si vous remarquez, les seuls à investir en Algérie en masse et à avoir tous les contrats, ce sont les Turcs. Hein. Donc on peut se poser la question de savoir comment sont organisées les choses, car il n'y a que les Turcs. Ça ne veut pas dire que les entreprises étrangères ne sont pas là pour essayer d'investir. C'est que les jeux sont déjà faits en avance. Donc moi, je n'y crois pas. C'est bien, on se rencontre dans un salon, on essaie pas mal de produits, mais à la fin, il n'y aura rien de tout ça. Très bien. Restez avec nous, Jamal Gessoum. Les jeux sont faits d'avance. Vous êtes en train de dire. Maître Salah Debbouz, je sais que vous suivez aussi les questions économiques. C'est vrai que vous êtes expert donc, en justice, en tout ce qui est droits de l'homme et liberté, en justice en général. Mais aussi, vous avez de la famille là-bas. Vous entendez aussi, vous suivez toutes ces questions socio-économiques. Quand on prend par exemple l'article du journal Le Matin, l'Algérie, l'économie de la rente survit à toutes les promesses de réforme. L'Algérie possède peut-être l'un des discours économiques les plus répétitifs du monde arabe et africain depuis des décennies. Chaque gouvernement promet la même chose: diversification, industrialisation, réduction des importations, soutien à la production nationale, développement hors hydrocarbures. Et depuis des décennies, le résultat reste presque identique. On a vu par exemple les crises des pneus ces derniers mois, mais aussi on se pose la question, quel est le modèle économique de notre pays? D'abord, avant de vous donner la parole, on va écouter ces déclarations du chef de l'État, Majid Tebboune, qui a parlé des relations avec l'Espagne, puisque l'Espagne elle est comme invitée d'honneur dans ce salon ou cette foire internationale d'Alger. On écoute le chef de l'État. Toutes mes amitiés avec M. Sanchez, Pedro, on va passer à une autre étape avec l'Espagne. Merci beaucoup. Je suis très très content du niveau auquel sont revenus nos relations. Nous aussi, on est très heureux. Merci, Monsieur le Président. Merci. Maître Saleh Debbouz, يعني le chef de l'État Abdelmajid Tebboune سمعناه يقول يعني on l'a entendu dire, je suis très très content du retour des relations entre Alger et Madrid, entre l'Algérie et l'Espagne, surtout économiquement. L'Espagne a été invitée comme un invité d'honneur à cette foire internationale d'Alger. Et là, bien sûr, on se pose la question, parce qu'il n'y a même pas 2 ans, on était presque à la rupture diplomatique avec l'Espagne. Comment vous voyez donc ce secteur de l'économie en Algérie? Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'on est vraiment en train d'avancer? Est-ce qu'on est vraiment en train de diversifier l'économie algérienne? Est-ce que quand on entend ces déclarations du chef de l'État parler des relations algéro-espagnoles, on se dit, mais vraiment, est-ce qu'il y a une vision? Il y a 2 ans, presque, on était au bord de la rupture des relations avec l'Espagne, et là, on nous parle qu'on est très, très satisfait, très content, donc, de cette reprise avec l'Espagne. Maître Salah Debbouz. D'abord, il faut savoir qu'on parle de modèle économique, pas
forcément industrielle ou financière, mais économique de façon globale. L'Algérie est un pays qui avait une vocation de pays agricole, c'est-à-dire d'économie essentiellement agricole. Alors, on a cassé tout ça les années 70 avec la politique de l'industrie industrialisante. Au moins, il y avait une vision, parce qu'il faut avoir d'abord une vision. Il faudrait que cette vision soit réaliste et qu'elle soit correcte et qu'elle soit réalisable aussi. Alors, il y avait une vision, c'est de créer une économie basée sur une industrie industrialisante, l'époque de Boumediene. Mais est-ce que c'était bon ou pas? Bon, il y a des experts qui pourront dire ça. Moi, en tant que citoyen, simple citoyen observateur, j'ai passé toute ma jeunesse dans une ville qui est celle de Tiaret. Et je voyais, peut-être je ne suis pas expert en économie, mais je voyais la mutation profonde sociale qui touchait les paysans qui étaient là, qui étaient essentiellement des agriculteurs, qui savaient qu'il y avait une très bonne technicité en agriculture et en élevage, qui était en train de se transformer. Mais je vous parle de toute une population, hein, de se transformer en agent d'industrie qui était très mal formé, qui pointait le matin et le soir, et même les agriculteurs pointaient le matin et le soir. Un agriculteur ne pointe pas. J'ai vu à Tiaret, j'ai vu des agriculteurs qui ont le champ à 8 heures, ils voulaient à midi, ils voulaient à 6 heures, ils pointaient où? Et puis c'était la politique de propagande, etc. Par cette politique, ça c'était un choix politique, il y avait une vision, mais qui était fausse. Qu'est-ce qu'a fait le régime? Donc l'État, à l'époque, il a provoqué une mutation profonde dans la structure sociale de la société algérienne. Donc la vocation qu'on avait, on l'a perdue et on n'a pas pu acquérir une vocation d'économie, d'industrie, sachant que la nature, parce qu'une grande partie de l'économie se base sur les ressources naturelles. Et nous avons un pays où il y a des ressources naturelles très importantes qu'on n'a pas su exploiter. Ce n'est pas seulement le pétrole et le gaz, mais effectivement, il y a les terrains agricoles, il y a le désert, il y a le soleil, il y a le vent, il y a tout ça, les forêts. Alors, un autre exemple, tout l'effort qui a été fait pour construire le barrage vert, par exemple, qui était une ceinture de forêt importante, c'était l'un des projets les plus importants au monde de transformation de la nature. Déjà, l'idée, elle est très bien, elle est formidable, mais sa réalisation qui rentrait dans un cadre d'idéologie, donc il n'y avait pas beaucoup d'études pour savoir quel arbre pour quelle région qui convient. Bon, il y avait des endroits où ça a bien tenu, d'autres endroits ça n'a pas bien tenu, et toujours, puisque je vivais à Tiaret, je traversais ce barrage vert pour aller à rendre visite à ma famille, par exemple. Je passais par le barrage vert à Flou, et parfois même quand j'ai fait mon service national à Al-Bayabdi, ensuite je suis allé à Adrat. Donc je voyais ce barrage vert. À l'époque du terrorisme, l'armée n'a pas trouvé mieux que d'incendier les forêts pour ne pas qu'il y ait de terrorisme caché dans les forêts. Même la France n'a pas fait ça. La France qui a quitté l'Algérie n'est pas allée jusqu'à incendier les forêts pour faire face aux moudjahidines. Elle n'est pas allée jusqu'à incendier les forêts, je le répète. Ils ont fait des bombes, ils ont fait des trucs, ils ont fait beaucoup de massacres qu'on dénonce, des crimes contre l'humanité, des crimes contre les crimes de guerre, etc. Mais ils ne sont pas allés jusqu'à incendier, comme ça s'est fait en Algérie pendant la période du terrorisme. Mais après, pour des raisons politiques, on a vu la Chifa tout incendié, on a vu les forêts de Kabylie tout incendié, etc. Donc, il y a cette mutation j'allais dire même naturelle. La ressource humaine, c'est pas qu'on n'a pas les hommes, mais on n'a pas des hommes qualifiés pour faire certaines choses qui peuvent être bénéfiques au pays. On a des individualités, on a des lumières, mais qui ne peuvent pas servir en Algérie
parce que l'ensemble de la structure n'est pas qualifié d'un côté, et d'un autre côté, nous avons des dirigeants politiques qui ils sont là pour faire de la propagande. Tout à l'heure, quand vous avez montré Tebboune en train de manipuler le pistolet, moi, j'avais vraiment peur qu'il laissait sur l'un de ces militaires qui sont là pour voir s'il marche ou pas. Parce qu'il peut faire ça, parce qu'il fait n'importe quoi. Donc, c'est pour vous dire que nous n'avons pas des dirigeants politiques conscients de la situation. Ils sont là pour se cramponner au pouvoir, pour larguer les autres. Ils agissent sur des sentiments. Par exemple, Bouteflika, il était là parce qu'il avait passé une grande partie de sa traversée du désert aux Émirats. Il a ramené les Émiratis. Tebboune, il est là parce qu'il a de bonnes relations avec les Turcs. Ben, il ramène les Turcs. Demain, il va partir. Il y aura un autre président qui aura d'autres affinités personnelles, sentimentales avec un autre pays. Il va chasser les Turcs. Il va ramener l'autre pays, etc. Donc, il n'y a pas de vision politique tirée de la réalité des vraies ressources humaines et naturelles du pays et une intelligence algérienne qui peut construire même en partenariat avec d'autres. C'est-à-dire, nous, on voit, j'ai l'impression que les dirigeants algériens, quand ils ont une relation de partenariat avec un pays étranger, ils voient pas qu'est-ce qu'ils vont tirer comme profit. Ou eux, ils voient ce que si l'autre va tirer profit, ils te disent non, si les Français viennent ici pour tirer profit, donc ils sont là avec une vision négativiste et une vision de si tu veux gagner, on ne connaît pas encore le win-win, gagnant-gagnant, on ne le connaît pas. Non, il a يجي باش يدي فايده non ما كانش بالله عليه. Et puis ça c'est ce genre de je suis très content que l'Espagne on retrouve de bonnes relations. Ça c'est des pics vers la France, c'est-à-dire ce président il est là pour بشير فرنسا باش يقول فرنسا regardez je peux être très gentil avec l'Espagne mais نتوما ما كانش. Voilà, c'est des trucs personnels, c'est des pics, c'est pas une politique de diriger un pays. Pourquoi c'est bien d'avoir de très bonnes relations avec l'Espagne, c'est très bien même, mais pourquoi avoir rompu ou presque rompu ces relations et puis pourquoi les avoir rétablies? C'est les mêmes raisons que sur le principe, c'est les mêmes raisons qui ont poussé à rompre les relations avec Paris et à ne pas les reprendre, sauf que sur le dossier de Paris, il y a eu des affaires personnelles que Tebboune tient personnellement contre Paris, l'affaire de MFDZ, l'affaire de Hicham Aboud, etc. Ce genre d'affaires, c'est donc des affaires personnelles et donc c'est ces affaires personnelles-là qui ont fait que cette manœuvre de montrer un peu l'Ain al-Hamra, comme on dit en arabe, par rapport au dossier du Sahara, qui a fait qu'il a pu reprendre les relations avec l'Espagne parce qu'il a su revenir à une réalité de terrain, mais il n'a pas pu reprendre avec la France parce qu'il y a un aspect personnel qui s'est greffé à cette affaire. Et maintenant, on voit dans la foire, c'est entre guillemets une double foire. C'est-à-dire c'est une foire où l'on montre ce qu'il y a comme supposé avoir comme partenariat et produits, etc. Mais il y a une foire dans la foire, c'est la foire de Tebboune. Il vient ici pour faire la foire, pour faire, excusez-moi le terme, le clown, pour lancer des messages envers des uns et des autres. Voilà, à l'occasion de cette foire, justement, Thomas Pagna Khelmen, d'autres, il n'a pas dit explicitement, mais on le comprend très bien, c'est des flèches lancées vers la France. Moi, je dis tant pis, et c'est malheureux que les affaires du pays soient tenues avec cette mentalité. Très bien, restez avec nous, Maître Salah Debbouze. Je reviens à vous, Ilyas Jubaili, très rapidement, parce qu'il me reste quelques minutes pour donc la fin de cette première partie de notre émission. Ilyas Jubaili, j'ai réfléchi, j'ai eu cette on va dire, cette idée de ce livre qui a été écrit par le journaliste et écrivain Akram Belkaïd, Ilyas Jubaili, Jamal Guessou, Maître Salah Debbouze aussi.
Il est intitulé l'Algérie en 100 questions, un pays empêché. Donc paru aux éditions Talendier. L'auteur y dresse une analyse intime et profonde de l'Algérie. Le concept de pays empêché fait référence à un paradoxe. L'Algérie possède d'immenses richesses, agriculture, jeunesse, ressources naturelles, potentiel énergétique, mais se trouve structurellement et politiquement empêchée de réaliser son plein potentiel et de se développer pleinement. Un constat qui, je pense, n'est pas très loin de votre constat, Lias Djbaili. Pourquoi un pays empêché d'après vous? En fait, très simple. Au fait, c'est que, il faut. Moi, je suis pas anthropologue, et je m'intéresse à l'anthropologie. Je pense qu'il faut remonter au canon de l'indépendance, surtout Moi, je dirais. Enfin, j'ai eu quelques différends avec certains compatriotes sur les déclarations du 1er novembre 54 et le congrès de la Soumab. Quand on dit social, c'est-à-dire je comprends, c'est-à-dire, oui, le social, c'est très important. Ça, c'est sûr, c'est normal. Moi, je suis contre un état de providence. Parce que quand vous êtes un état de providence, quasiment, vous assistez votre peuple. La population doit être aidée à je veux dire, et cibler les familles vulnérables. C'est-à-dire, cibler ou bien aider les familles qui nécessitent une aide. Les soviétiques, ils ont déconseillé, je le dis, les ingénieurs de l'université de Annaba, ils me l'ont dit. Ceux qui ont fait ingénieur en traitement thermique des métaux et métallurgie physique, ils ont fait l'Union soviétique. Eh bien, le partenariat algéro-soviétique à cette époque-là a déconseillé, je dis bien a déconseillé nos dirigeants à opter vers la solution industrialisante. C'est pour ça, et ils n'ont pas écouté les soviétiques, alors que les soviétiques, ce sont eux qui ont inventé le paradigme dans les grandes sociétés, les grandes industries industrialisantes. C'est-à-dire, c'est comme le Hajdar, c'est des villes immenses, c'est des carcasses de fer et tout. Ils nous ont déconseillé de le faire. Eh bien, les dirigeants n'ont pas écouté les soviétiques. Ils sont il fallait prendre le modèle allemand, pas le modèle est-allemand, le modèle ouest-allemand. Ne pas aller vers ces grosses industries. Elles génèrent beaucoup d'argent, trop lourdes, elles sont coûteuses sur le plan de l'environnement, et puis on ne peut pas les modifier facilement, on ne peut pas les transformer facilement parce qu'elles sont grosses. Il fallait opter pour des petites sociétés, PME, PMI, les sociétés allemandes. La grande industrie allemande, ce n'est pas les grosses industries, c'est des petites PME et PMI. Vous prenez, je ne sais pas, vous prenez de l'optique de précision, vous prenez Bosch. Bosch, ce n'est pas une grande, c'est à Francfort, mais c'est pas. Vous prenez BMW. BMW, ce n'était pas un producteur de voitures, c'était un producteur d'hélices pour avions. Donc, comme c'était une PME, ils avaient cette facilité de quitter l'industrie aéronautique et aller vers l'industrie mécanique. Regardez quand vous avez une petite PME. Et nos dirigeants, هما أسباب المشاكل نقولها ما نحشمش نقولها أنا عمي قرا في عنا بوقنا هما المشاكل هما المشاكل ils n'ont pas écouté leurs propres alliés, leurs propres partenaires. Et après, on essaie d'ouvrir, mais on ne sait pas ouvrir. On ouvre, mais on essaie de privatiser, mais de façon sauvage. Après, on fait couler des usines pour les vendre à des petits copains, à un dinar symbolique. Elle est où cette économie? On n'a pas un modèle économique, on ne l'a jamais eu. La première erreur, la révolution agraire. وانا قلتها même à une nièce de Boumediene. Je suis transparent. C'est une grosse erreur de s'enliser dans une révolution non, c'est pas un modèle. Il fallait faire de privatiser quelques fermes et donner les gens à investir. On ne sait pas. Le public, il a failli. Le privé, il est complètement déboussolé. Elle est où notre économie? On n'a jamais développé les startups. On a des compétences humaines. Pourquoi ne pas développer des startups? Est-ce que vous savez que Startup Yassir, pour faire une levée de fonds,
C'est pas une banque publique algérienne. C'était une banque américaine qui a fait une levée de fonds pour la start-up Yassir, que je lui souhaite longue vie. C'est ça. Les prises de décision doivent être désalignées. Restez avec nous, Lies. Parce qu'on doit prendre un peu une petite pause avant de revenir à notre ami Jamal et mettre Salah Debbouz pour en finir avec ce thème. On va prendre une petite pause et on revient juste après. Restez avec nous.